Vidéo FAQ 100% autisme, c'est parti. Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc on va être sur une vidéo où je vais répondre aux questions tout simplement de mes abonnés sur le sujet de l'autisme, mais surtout sur mon vécu, mon parcours, etc. Car le 10 avril 2025, c'était la date où j'ai eu mon diag. Et donc forcément 12 avril 2026, ça fait un an que j'ai mon diag. Donc j'ai laissé possibilité un peu partout à mes abonnés de poser des questions sur le sujet et j'en ai eu plutôt pas mal. Alors il y en a deux que j'ai eu sur Instagram juste hier parce que j'ai laissé hier en fait l'option de poser des questions une dernière fois en fait, et il y a deux questions que j'ai eues, je les ai trouvées super sympas. Alors coucou, j'espère que tu vas bien, comment as-tu senti que tu étais autiste? Mes amitiés. Il y aura eu donc une vidéo où j'explique que j'ai toujours été complètement différent des enfants de mon âge et des gens de mon âge, mais on a souvent mis ça sur le dos de la timidité, sur le dos d'autres choses que vraiment l'autisme, parce qu'on ne savait pas du tout, on n'était pas du tout avec mes parents ou ma famille renseignés sur le sujet, et donc forcément c'est quelque chose qu'on a découvert en fait en 2013 après avoir fait une TS, parce que le psychiatre de l'hôpital avait dit plutôt à mes parents, moi j'étais pas là à ce moment-là, mes parents, de gratter sur l'autisme parce que pour lui j'étais autiste. J'ai fait donc par deux fois, enfin au total 3 fois des tentatives de test pour avoir un diagnostic. Les deux premières étaient catastrophiques. Je te laisserai aller voir la vidéo du coup pour découvrir ça. Mais du coup, comment as-tu senti que tu étais autiste? Je l'ai pas vraiment senti. C'est les gens autour de moi en fait qui me l'ont dit. Quand j'ai fait la première rencontre, on m'a dit non, pas du tout, on préfère même pas te mettre dans cette case et tout ça. Et puis j'en parle à mon médecin généraliste qui me connaît depuis que j'ai 6 ans parce qu'en fait son mari était mon instite au CP et elle me dit Ibi, je te connais, t'es autiste, pour moi tu l'es. Mais donc on a essayé par une autre personne bien plus tard du coup à faire un diag. Cette personne-là faisait un diag complètement bizarre parce qu'en fait pour avoir fait un diagnostic autiste et pour avoir fait séparément un diagnostic TDAH, en fait son diag, elle était totalement tout mélangé et il y avait du HPI en même temps. Son truc valait rien, il n'était pas suffisamment poussé et finalement en refaisant un test donc du coup il y a un an, j'ai tout simplement eu la preuve parce que les tests étaient totalement, il n'y avait pas possibilité en fait de douter que j'étais autiste. Mais après quand tu te renseignes et tu découvres, d'ailleurs en se renseignant avec ce livre là par exemple, tu es là, ah ouais, en fait on avait trop de preuves, mais quand tu n'y connais rien et tu ne sais pas ce que c'est qu'un autiste, et moi la seule image que j'avais de personnes potentiellement autistes, c'était dans le film Monsieur Je sais tout, et du coup ça ressemblait pas trop à moi, voilà. Ensuite, question suivante, et celle-là je l'ai adorée. En plus, la personne m'a mis, je suis désolée, je mets les pieds dans le plat, mais j'adore en plus cette personne parce que vraiment au niveau de cette question, quand elle me pose la question, elle y va franco, et c'est ça que j'aime dans sa personnalité. Comment arrives-tu à t'adapter à la société telle qu'elle est actuellement? Avec la société actuelle telle qu'elle est, je ne m'adapte pas. Je fais ce que je peux. Je m'en prends honnêtement plein la gueule de la part de beaucoup de gens parce qu'ils ne supportent pas la différence, parce qu'ils ne comprennent pas la différence, parce qu'ils ne veulent pas essayer d'accepter la différence des gens. C'est-à-dire que par exemple en décembre j'ai fait un repas, j'avais mon casque et en fait c'était un repas avec une femme et 4, 5, 6 personnes potentiellement qui me connaissaient et 2 couples qui ne me connaissaient pas, enfin pas tant que ça. Et en fait, pendant ce repas, j'ai porté mon casque parce que j'en ai marre et j'ai décidé d'arrêter en fait de me forcer à être normale. Et donc à par exemple galérer quand il y a beaucoup trop de bruit et quand les gens parlaient trop fort, il y avait trop de bruit, etc. Donc je n'ai plus envie de me casser la tête dans ces cas-là. Trop de bruit, je mets juste mon casque. Avant j'avais celui avec un crabe dessus là de chez Action. Maintenant j'en ai un autre, c'est un Roseland. C'est celui-ci qui est génial parce que déjà, la différence c'est que celui-ci, tu peux te connecter sur 2 trucs en même temps, donc téléphone et ordinateur en même temps. Mais surtout, il a une réduction de bruit et quand tu l'actives, c'est vraiment très intéressant parce que tu es dans une bulle. Et ça, avant, sur l'autre, je ne l'avais pas. Et juste déjà mettre le casque tout court, sans réduction de bruit, ça permet quand même de filtrer pas mal et donc du coup, c'est beaucoup plus agréable pour moi. Et donc, pendant ce repas, je voyais bien qu'il y avait un des couples qui était en train de me juger à mort là-dessus. Et j'ai fait exprès de faire comprendre que j'écoutais, j'entendais ta conversation. Je faisais pas que des bruits de la tête du genre ouais, je fais semblant de t'entendre et j'ai pas capté du tout un mot de ce que t'as dit. J'ai fait exprès de répondre à une phrase et de reciter une phrase qu'elle avait dit
pour faire bien comprendre que c'est pas parce que j'ai un casque que je ne t'écoute pas. Et souvent, ce qui est drôle, c'est de voir les gens aussi qui font des remarques, en pensant que tu n'entends pas alors que tu les entends très bien. Voilà, des remarques, je pensais agressive. La phrase exacte, c'est comment tu t'adaptes. Je m'adapte comme je peux. Je suis un caméléon, j'ai toujours été une espèce de caméléon. En vrai, le panda est l'animal que j'aime le plus, mais les deux animaux qui me représentent le plus, en fait, seraient plutôt le caméléon et le poulpe. D'ailleurs, j'ai un abonné qui m'avait fait... alors, ça, chacun en pense qu'il veut. Mais un abonné m'avait généré à l'époque, au tout début de ChatGPT, il y a à peu près un an de ça, il m'avait fait un caméléon panda. Tête d'un panda, mais le corps d'un caméléon est noir et blanc, parce que justement il trouvait que c'était vrai que j'étais vraiment un caméléon à m'être tout le temps adapté en fait avec les gens avec qui j'étais, et du coup c'est ça. Et puis le poulpe, parce qu'il a plusieurs bras et que je fais tellement de choses différentes même dans une semaine que du coup le poulpe me correspond plutôt bien. Donc ça, c'était les deux dernières questions, et maintenant je vais accéder du coup à la liste des questions qu'on m'avait posées. Juste à savoir que j'ai demandé à un ami de me les classer par catégorie, tout simplement pour que ça soit un petit peu plus cohérent, qu'on passe pas d'un sujet à un autre, que ce soit trop d'un extrême à un autre. Donc, à quel moment as-tu commencé à te poser des questions sur ton fonctionnement? Très jeune, parce qu'honnêtement, dès que ma cousine a commencé à avoir 3 ans à peu près, j'ai bien vu que je ne réagissais pas comme elle, mais déjà moi, quand j'avais 3 ou 4 ans, j'ai déjà vu que j'avais des envies de réaction différentes de mes cousins. Quand j'ai vu que j'avais des réactions un petit peu différentes et tout ça, déjà que on me comparait un petit peu, mais on m'a comparé du coup quand ma cousine est arrivée, donc quand j'avais 3-4 ans. Déjà, je voyais que je ne me comportais pas comme mes cousins, qui étaient un peu plus vieux que moi, mes 3 cousins que je voyais tout le temps au repas. Donc j'ai essayé un peu, tu vois, d'être cette espèce de caméléon qui fait attention et tout ça. Et puis après, je me suis aussi beaucoup calquée sur ma cousine. Donc quand je voyais que moi j'ai tendance à retrouver une vidéo TikTok que j'avais fait, et en fait, sauter sur place, c'est ma façon d'exprimer ma joie. Ça, je voyais bien que mes cousins ne le faisaient pas, donc s'ils ne le font pas, c'est qu'il faut pas le faire, donc ça serait bizarre. Pareil, après, quand je réfléchis ou quoi, j'ai tendance en fait à balancer mes bras. J'ai balancé en fait en les faisant tourner. Je me fais tourner et je tourne les bras en fait en même temps. Et ça m'aide déjà à réfléchir. Donc par exemple, quand je suis devant mes étagères de manga et que je réfléchis à ma pile à lire pour le mois, je fais ça. Et je voyais bien que mes cousins ne faisaient jamais, donc forcément, j'ai copié. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire un diagnostic? Du coup, une fois de plus, c'est le psychiatre que j'ai vu quand j'ai fait ma TS. Donc si jamais tu n'as pas vu la vidéo d'avant, je t'invite vraiment à la regarder, parce qu'il y aura beaucoup, à mon avis, de réponses beaucoup plus développées du coup, parce que j'ai développé pendant 30 minutes à peu près mon parcours et tout ça. Qu'est-ce que le diagnostic a changé dans ta vision de toi-même? Ça m'a permis de me comprendre et de comprendre qui j'étais, pourquoi j'ai réagissé de façon différente des gens de la vie de tous les jours. Juste de savoir en fait qui je suis et de savoir que je suis différente. Juste, voilà, je suis neuroatypique. Les autres sont des neurotypiques. On ne fonctionne pas pareil, c'est ok. Mais si tu n'es pas capable de comprendre en fait que j'ai une différence sur certains comportements que toi, next, tu dégages de ma vie, point barre. Il faut m'accepter maintenant à partir depuis mon diagnostic. Soit tu m'acceptes avec mes traits d'autiste, soit tu ne m'acceptes pas. Soit tu m'acceptes à moitié à mes yeux, mais donc ça veut dire qu'il y a des choses où je ne peux pas être moi-même. Et est-ce que j'ai vraiment envie de rester amie ou autre avec des gens avec qui je ne peux pas être moi-même? Il y a des endroits ou des lieux où je comprends qu'il faut que je masque, et c'est ok. Mais il y a des moments où je n'ai pas à masquer et où je refuse maintenant de porter un masque. Et si ça dérange, c'est tant pis pour toi. Mais moi, je risque pas de me bloquer pour les autres. Donc il y a même certaines amitiés que j'ai dégagées parce que je sais très bien que l'autisme en soi gêne cette personne. Donc au revoir. C'est tout. Avant le diagnostic, comment interprétais-tu tes difficultés? Par du coup la dépression, par mon hypersensibilité, par mes traumatismes, par tout ça. Est-ce que tu pensais que certaines choses venaient de la dépression alors que c'était lié à l'autisme? Oui.
Le fait du coup d'être incapable d'avoir de l'énergie des fois pour parler sur une journée, le fait d'avoir besoin qu'une personne de confiance me montre une première fois un trajet pour pouvoir après le faire tout seul. Donc c'est-à-dire prendre le bus pour aller à la salle de sport. Une fois que je l'ai fait avec ma mère, je peux y aller tout seul. Sauf que par exemple, si je veux aller de la salle de sport pour aller faire les magasins, ben, j'étais obligée de revenir à la caisse départ quasiment pour prendre un autre tram et tout ça que je connais. Alors qu'il y avait un bus, un arrêt après ma salle de sport pour aller changer de bus. Et j'avais presque un direct. Et ça, si personne me montre le chemin la première fois et fait le trajet avec mon bus et tout ça, je peux pas le faire. Donc c'est ce genre de difficulté-là, par exemple. Donc la question suivante, c'était comment je différenciais la fatigue mentale, dépression et surcharge autistique. Bah pour moi, c'était la même chose, c'était la dépression. Voilà, très clairement, je ne pensais pas avoir de la fatigue mentale, je pensais que ma fatigue mentale, en fait, c'était due à mes dépressions. Et donc tout ce qui était, comme je l'ai expliqué d'ailleurs dans la vidéo du coup de mon parcours, j'ai donné aussi quelques exemples. Quand on faisait des repas ou des événements où il y avait vraiment beaucoup de monde, comme les vœux des mères, et qu'il y a à peu près 200 personnes, je crois, ou 150 personnes, un truc comme ça, et que je suis obligée d'interagir socialement avec toutes ces personnes, ça me fatiguait tellement qu'il me fallait 3 jours pour m'en remettre, et je ne comprenais pas en fait pourquoi avoir des interactions sociales avec beaucoup de gens comme ça m'éclater la gueule, très clairement. Alors là, on me roulait dessus avec un bus, quoi, clairement. Je voyais pas la différence parce que je ne savais même pas qu'il y avait une différence et je ne savais pas. En fait, tout ce qui est autisme, vraiment, ça fait qu'un an que je découvre tout ça. Alors, est-ce que tu ressens une fatigue après des interactions sociales et comment ça se manifeste? Je suis fatiguée. Je vais avoir besoin de dormir beaucoup plus. Genre, par exemple, là, actuellement, mes horaires de dodo, c'est 20h30, 5h ou 6h. Et ça va être à 20h30 ou 21h à 8h ou 9h du matin. Même quand je vais me réveiller le premier jour, je vais avoir vraiment éclaté, comme si j'avais pas dormi la nuit et tout. Je vais être vraiment fatiguée au possible, incapable de faire quoi que ce soit, ou pas grand chose, à part lire ou faire des posts sur Instagram, mais ça sera tout. Et après le deuxième jour, je vais juste être une sensation de fatigue plus aussi corps et un peu mentale. Et le troisième jour, ça va mieux, mais bon. Et sinon, je me shoot aussi je me shoot entre parenthèses. J'utilise alors, c'est entre parenthèses un médicament parce que ça se trouve en pharmacie, mais c'est pas un médicament en soi non plus parce que tu n'as pas besoin d'ordonnance pour le prendre, c'est du Berocca. C'est un truc, on voit d'ailleurs à la télé, c'est un truc qui t'aide à te booster, te réveiller un petit peu. Et ça, c'est vraiment assez efficace sur moi. Donc voilà, même si maintenant je suis obligée de prendre les comprimés qui, je trouve, sont moins efficaces que la version effervescente qu'on me faisait fondre dans l'eau. Mais bon. Comment je fais pour récupérer après une journée justement chargée socialement? J'attends que ça passe. J'ai pas trouvé d'autre solution. Est-ce que tu as remarqué du coup des comportements répétitifs ou des besoins spécifiques dans ta vie quotidienne? Si, j'ai des rituels. J'essaye en fait d'adapter par rapport à tout, mais comment dire, comme j'ai un problème avec la luminosité, bon, à chaque fois là avec les éclairages, j'ai pas le choix et tout ça, donc après je suis assez fatiguée. Le matin, comme justement j'ai problème de luminosité, j'ai tout un rituel qui fait que j'arrive à contourner ce problème et que je m'adapte aussi par rapport aux autres choses, mais après quand tu peux rester chez toi ou autre, tu sais t'adapter et tu sais les choses qu'il faut faire ou pas pour ça aille ou ça aille pas. Quelles sont les choses qui te rassurent ou qui t'aident à te calmer? Les jouets anti-stress. Voilà. Et donc du coup j'ai fait une vidéo qui sortira le mois prochain, donc du coup en mai ou peut-être même en début juin, avec une vidéo où je présente quasiment une dizaine de jouets anti-stress et je te dis justement ce que j'aime, ce que je n'aime pas chez eux. Il y a même 2 ou 3 jouets anti-stress que je n'ai pas achetés mais que j'ai filmé en train de les utiliser, que je te montre et que je te dis que ça je les aime pas et pourquoi. Donc voilà, mais c'est vrai que ça aide vachement et de toute façon avant d'avoir vraiment des jouets vraiment officiellement anti-stress, c'était juste un doudou que j'utilisais et tout ça. Est-ce que tu as des hypersensibilités, bruit, lumière ou texture? Oui, j'ai tous les sens de surdévelopper, de trop développer, donc c'est génial. Les oreilles, le son, je suis sensible.
La vue, du coup, je suis sensible à la lumière, l'odorat. Comment te dire que rien que le marché de Noël avec le vin chaud, je suis obligée de mettre 2 masques. Le goût. Donc je suis capable de te dire, par exemple, si je mange régulièrement un aliment, de te dire que la recette a changé. Une fois, en fait, maman prend mon pain toujours à la même boulangerie. Et il s'est avéré qu'une fois, mon pain, ma baguette aux graines, était dégueu. Je trouvais ça bizarre, mais je dis à maman, c'est pas le même goût que d'habitude. Le lendemain, ma mère va à la boulangerie et elle pose la question à la vendeuse. Et elle fait oui, effectivement, on a eu pas mal de retours et il s'avère que, en fait, c'était un apprenti ce jour-là qui a fait mes baguettes et il a oublié de mettre le sel. Et je l'avais deviné. Il y a une semaine, ma mère a oublié aussi de mettre du sel dans la soupe. Je l'ai senti. Si elle met que 2, par exemple, parce qu'elle met des vaches qui rit dedans, si elle en met 2 au lieu de 2,5, je vais le sentir dans la préparation. Si là en fait récemment on a acheté une tartelette en dessert dans une boulangerie et on pensait que c'était marqué tartelette au chocolat. Et j'ai juste touché avec ma langue le chocolat et j'ai su dire non, c'est pas du chocolat, c'est du Nutella. Et c'était le Nutella, la marque Nutella. Parce que tu peux pas me la faire à l'envers entre me donner du Nutella et une pâte à tartiner chocolatée. Voilà. C'est des trucs comme ça et je sais qu'il y a un autre truc. Le toucher, oui aussi, du coup surdéveloppé. Donc c'est simple hein, comme j'aime le dire et de toute façon je le dis aussi en humour pendant les conférences vu que justement il y a le sensible avec le vêtement. Et le t-shirt que j'ai dessous mes vêtements, sous mes suites, etc. Je l'ai genre 30 fois peut-être. Je l'ai en version manche courte et version manche longue. C'est la même marque, etc. Mes sous-vêtements, je l'ai, je sais pas, peut-être bien 30 fois aussi, parce qu'il faut avoir du stock. Et puis comme je veux Bordeaux, machin et tout ça, il y a des vêtements en double, et donc il y en a à Bordeaux, il y en a ici. Mais je dois avoir 30 fois le même sous-vêtement de la même couleur. Voilà. Que au collège, on m'a harcelée et on disait que je me changeais jamais, parce que les gens n'avaient pas vu et ne comprenaient pas en fait que je puisse avoir 3 fois le même pantalon. J'avais 2 vestes en jean. J'avais après les t-shirts dessous, c'était des t-shirts blancs avec des imprimés différents, mais c'était les mêmes achetés au même endroit. Et un vêtement, avant de l'acheter, je vais le toucher. Je vais le voir, me dire oh, l'apparence me plaît. Deuxième chose, le toucher. Est-ce que oh là oui ça va, c'est doux et c'est agréable. Voilà. Et puis bon là, c'est pas un cliché, mais la légende de l'étiquette. Voilà, nous on n'aime pas les étiquettes, hein. Sachez-le, l'étiquette des vêtements. Donc si tu as un ami autiste, évite de lui acheter un truc comme un vêtement parce que si le toucher ne lui plaît pas, il est capable de ne pas le porter. Ça c'est un haut acheté sur Shein et j'adore le toucher. Pour ceux qui diront oui mais du coup tu peux pas toucher les vêtements avant d'acheter sur Shein, c'est le jeu c'est la roulette russe. Mais en même temps mes jeans qu'on les achetait avec ma maman, on les achetait du coup à la Redoute, donc forcément je découvrais après le toucher. Donc voilà, mais c'est vrai que ça peut être compliqué et je peux refuser un vêtement de par son épaisseur par exemple pour le pantalon ou des trucs comme ça. Certaines situations du quotidien te demandent plus d'efforts qu'une autre personne. Oui, parce que par exemple, faire les magasins, c'est une plaie pour moi. Trop de bruit, trop de lumière, trop d'informations visuelles, etc. Et donc, du coup, j'ai vraiment du mal. Et les courses, quand je devais les faire sur Bordeaux tout seul, c'est une plaie. Et j'ai tout le temps envie, en fait, de clamser après avoir fait mes courses, tellement que, en fait, c'est trop pour moi. Du coup, j'ai eu la chance que ma maman se renseigne et voit que tous les jours, entre 14h et 16h, il y avait 2 heures où les lumières sont baissées et où il n'y a pas de musique. Et où c'est vachement plus agréable pour moi justement. Et du coup, comme je sais où sont maintenant chaque article, je vais vraiment dans les rayons où j'ai besoin, alors qu'avant, au tout début, forcément, le temps que je retienne où était quoi, je passais du temps dans les rayons, il y avait trop d'informations et donc du coup, clairement, ça me donnait envie de crever. Comment ton entourage a réagi à ton diagnostic ? Et il y a eu donc ma maman qui était avec moi de façon pendant le diag pour aussi, parce que c'est bien d'être avec une personne pour que la personne qui fait le diagnostic puisse poser des questions aussi à l'accompagnant. Donc ma maman forcément elle a très bien pris parce qu'elle était là aussi en même temps avec les questions et tout ça.
papa, comme je l'ai expliqué, il a au départ réagi en réagissant genre bah c'est ma faute, donc forcément c'est moi le méchant dans l'histoire, nanana, parce que forcément c'était à cause de lui que j'étais autiste et tout ça. Et bah après il a réussi à accepter un peu plus facilement avec du coup l'intervention de Jarry, le comique. Certaines personnes dans mon entourage étaient en mode ok, mais en mode ok positif, du coup, ah bah c'est cool parce qu'au moins tu sais ce que tu es et tu comprends mieux le pourquoi du comment. Et donc ma maman a pu expliquer aussi certaines choses qu'on lui reprochait de faire en tant que maman, de téléphoner à ma place pour prendre des rendez-vous médicaux ou quoi que ce soit, alors que bah, en fait c'était juste une incapacité à cause de l'autisme. Et c'était pas une mère un peu trop couveuse ou quoi que ce soit avec son enfant dépressif, mais plutôt une maman qui sait très bien quelles sont les incapacités de son enfant. Après, dans mon entourage à moi, mes amis, ben, j'ai des amis qui m'ont demandé juste à savoir quelles étaient les choses qu'il fallait du coup pas faire ou qu'on pouvait faire qui étaient potentiellement liées à l'autisme. Savoir que par exemple de faire attention, de ne pas m'emmener dans des lieux trop bruyants ou des trucs comme ça, ou voilà, avoir quelques petites infos dans ce style-là, parce que ben je portais mon casque et c'était juste en mode aussi par exemple quand je fais le festival de la BD d'Angoulême, je porte tout le temps mon casque parce qu'il y a trop de bruit. S'il y a des personnes aussi à savoir qui vous bouffent très rapidement votre batterie sociale, et autant il y en a, non. Voilà. Et il y en a, ils peuvent modifier un peu dans leur comportement, et ça fait que du coup, ça te bouffe plus ta batterie sociale. Et après, ben, comme il y a eu la vidéo du coup de Jarry et qu'elle a été beaucoup vue, hein, je sais pas combien actuellement elle est. Tous les jours, je vois au moins une ou deux personnes qui like mon commentaire que j'avais laissé sous la vidéo de Jarry à l'époque. La vidéo a fait 3,8 millions actuellement. Et donc du coup, bah, tout mon entourage, il y a des gens qui l'ont découvert comme ça que j'étais autiste. Ma coiffeuse l'a découvert comme ça que j'étais autiste. Il m'a dit mais du coup Ibi, c'est toi que j'ai vu sur la vidéo. Même une vendeuse en librairie à laquelle je vais souvent a découvert aussi comme ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert en fait. J'avais pas encore annoncé à tout le monde que ça s'est su très vite, ça ne me dérange pas. Et ça a permis en fait de faciliter parce qu'il y avait certaines personnes où je savais pas comment leur aborder ou comment leur dire ou quoi que ce soit. Parce que tu peux aussi avoir des gens du coup qui peuvent très bien vouloir aussi te tourner le dos ou réagir mal parce que justement tu es autiste. Les gens autour de toi comprennent mieux ton fonctionnement aujourd'hui. Mes parents surtout. Mes parents et comme je le disais un peu en début de vidéo, je crois les couples là, avec qui je fais des repas quasiment tous les mois parce qu'on fait nos anniversaires ensemble. Il y a un couple qui a compris complètement du coup le pourquoi du comment et ils étaient là, ah ben voilà, maintenant on sait pourquoi t'étais bizarre. Et c'est trop drôle. Et puis du coup avec mes parents, bah, par exemple aussi j'ai un toc alimentaire. Leur a dit, je vais séparer le rose du blanc et je ne mange pas le blanc. Je leur fourgue à maman. Le saumon, quand tu prends par exemple du saumon fumé ou du saumon tout court, tu as des fois une partie grise. La partie grise, je n'y touche pas. Je la découpe et soit je la file à ma mère, si je suis à la maison, je la refourgue à la chienne. Le violet dans les salades. Je vais manger le verre de la salade, je vais découper la salade et s'il y a du violet, je vais le laisser. Maman va le manger si elle est avec moi, sinon je le laisse dans l'assiette. Si la salade est que violette, j'y touche pas. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie de l'autisme. Tu dis, ah donc, mon père qui trouvait que j'étais trop bizarre avec l'alimentation. Ah donc je suis pas bizarre, je suis autiste. Ah oui, ça c'était une abonnée qui m'avait demandé qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se reconnaît un peu dans ton parcours et qui doute sur elle. Fais le test. De toute façon, tu n'es pas obligé de faire le test en entier si déjà la personne avec qui tu fais le diagnostic, au premier rendez-vous, moi ça a duré 2-3 heures, si au premier rendez-vous elle voit bien qu'il n'y a rien à voir, bah, elle arrêtera le diagnostic, ça ne servira à rien d'aller plus loin. En quoi ton diagnostic t'aide aujourd'hui dans la vie quotidienne ? À comprendre du coup ma particularité, à comprendre ma différence et à comprendre du coup chaque comportement entre parenthèses bizarre que je peux avoir. Et me dire donc du coup c'est pas la dépression. Est-ce que tu es plus aligné avec toi-même depuis que tu es au courant que tu es autiste ? Oui, parce que maintenant j'ai décidé de ne rien cacher. Je peux moduler et éviter d'en faire trop selon où je suis ou avec qui je suis, etc. Mais par exemple, avant, quand j'étais tout seul, même sauter de joie ou balancer mes bras, je le faisais pas, ou même me balancer tout court, je le faisais pas s'il y avait quelqu'un autour de moi, et je faisais même pas, je m'empêchais aussi même en dehors quand j'étais tout seul, même dans une pièce, et maintenant bah, je le fais.
Qu'est-ce qui reste encore difficile malgré le diagnostic? Le fait de me dire que même si on me guérit de ma dépression et de mes traumatismes, il y a des choses dans la vie de tous les jours qui me handicapent, parce que c'est un handicap. Et ben, il y a des choses que je pensais du coup pouvoir réparer. C'est pas évident. Mais il y a des choses que je pensais pouvoir réparer en guérissant potentiellement de ma dépression, un jour de ma dépression, et qu'au final, on ne pourra jamais guérir. Donc c'est aussi un truc à prendre en compte. Et c'est vraiment pas évident. Parce que au final, ça représente une grosse partie de ma souffrance, en fait. Et c'est moche à dire, mais ça représente une grosse partie de ma souffrance. Je veux chercher dans mes images parce que j'ai réussi à faire en fait un camembert qui me dit en fait les pourcentages de souffrance et d'où elles viennent. Ma dépression et anédonie, ça représenterait que 20% de ma souffrance. Et la neuroatypie, 10%. L'épuisement nerveux chronique, 25%. 15% environnement actuel agressif. Traumatisme, 30%. Donc même si on guérissait avec le MDR les 30%, et encore, on ne pourra pas guérir en fait 100% de ces 30%. Et qu'on guérissait ma dépression, ça ferait à peine 40% du coup. Et tout le reste, on ne peut pas le guérir vraiment. Parce que la neuroatypie, je ne peux pas. L'épuisement nerveux chronique, je ne sais pas comment ça se guérit. Et l'environnement actuel agressif, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas évident du tout. Bon, après, ça représente que 10% techniquement, mais encore, ce camembert n'est pas fiable à 100%. Il y a des parties où on hésite encore par rapport au pourcentage, etc. Après, j'ai eu... Quel conseil donnerais-tu à ton toi avant le diagnostic? Je pense qu'en fait, si je pouvais parler à mon moi d'il y a quelques années, en fait, je lui donnerais directement le nom de l'asso. Parce qu'en admettant, je crois que ça a été créé donc en 2018, déjà ça me ferait gagner quelques années parce que ça ferait gagner 8 ans. Ça ferait gagner 8 ans de toute ma vie, ça ferait gagner 8 ans sur plein de choses. Et mine de rien, ça changerait beaucoup de choses. Ça me permettrait aussi directement de savoir que mon combat contre ma dépression et compagnie est un peu... C'est pas qu'il sert à rien, mais c'est que 20% finalement c'est rien, et arriver à potentiellement guérir que 20% aussi avec le MDR, c'est pas grand chose. Arriver à se manier que 40%, 50% grand maxi, c'est pas toute ma souffrance et pas tous les problèmes que j'ai dans la vie de tous les jours pour avoir une vie normale. C'est pas évident. Je pense que j'ai répondu à toutes tes questions parce que j'avais partagé sur TikTok, mais sur TikTok je n'avais pas eu de questions. YouTube, j'avais eu que 2 questions qui ont été listées là. Voilà. Si jamais tu en as d'autres, n'hésite pas. Si tu as des questions sur le TDAH aussi, n'hésite pas parce que là j'ai eu mon diag le 9 mars et que je commence du coup à me renseigner sur tout l'univers du TDAH, etc. Là pour l'instant j'ai un diag, mais j'ai aussi appris des choses pendant ce diag qui ont un rapport avec ma mémoire et tout ça. Plus je dois passer aussi à un IRM au niveau du cerveau. Donc voilà, s'il y a des questions sur le TDAH, j'en parlerai seulement en septembre. Mais déjà, tu peux poser tes questions et donc je saurai et je les mettrai de côté pour la prochaine, la vidéo FAQ que je pourrais potentiellement faire. Voilà, cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura permis de me connaître un peu plus, de comprendre du coup certaines choses. J'ai pas dû parler de tout. J'ai dû rester surtout sur les trucs les plus évidents. Je ne maîtrise pas encore totalement à fond le sujet de l'autisme non plus, parce que ça fait qu'un an et ça fait vraiment depuis décembre l'an dernier du coup que je suis à l'assaut, que j'y vais 2 fois par semaine. Voilà, je n'ai pas non plus tous les bons termes, les bons mots, les bonnes explications, etc. À savoir aussi que donc je sais pas au moment où tu verras cette vidéo, mais techniquement pour l'association je vais faire une chaîne YouTube. On va faire une chaîne YouTube, on va mettre du contenu dessus, on va développer du coup le sujet de l'autisme, sensibiliser à l'autisme. Ce sera pas que moi dessus les vidéos, c'est moi qui vais gérer par contre les réseaux sociaux. Donc si vraiment le sujet de l'autisme en soi t'intéresse, autisme et TDAH, t'intéresse, je t'invite aussi à aller voir dans la barre d'infos. Il y aura sûrement soit le lien de la chaîne, soit plus de détails, etc. si la chaîne n'est pas encore faite. Voilà. Donc cette vidéo est terminée, je te mets la précédente vidéo avec du coup mon parcours, la playlist qui colle avec le sujet, ma tête de panda, mes réseaux sociaux et mes comptes Vinted. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!